Je m'appelle Corinne Krisch, je travaille pour Red Hat. Je travaille sur le projet AeroGear, qui est donc la plateforme mobile de Red Hat. Donc je vois le logo ici. Je suis iOS Tech Lead pour le projet AeroGear. Et qu'est-ce que ça veut dire au jour le jour? C'est que je développe des librairies, jusqu'à présent je développe Objective-C. Depuis un an, je travaille sur Swift, depuis le tout début, en juin dernier. Quand j'écris pas du code, j'aime écrire des blog posts à propos de code. Vous pouvez venir sur mon blog post corinnecrisch.org ou sur le site Revanderlich, qui est un site de tutoriel iOS. Très bien, si vous voulez démarrer sur la plateforme, je vous recommande le site Revanderlich. Et quand je n'écris pas des blog posts, etc., j'aime parler à propos du code. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec cette présentation. J'aime aussi me réunir avec les duchesses. Partie ce matin. Et je suis locale, je suis basée ici et je suis souvent, vous pouvez aussi me rencontrer au GS Sophia. Bon, on a été un peu moins actifs cette année, mais c'est reparti pour l'année prochaine. Vous pouvez répéter le nom du site de tuto Revanderlich, R et W. Mais j'ai mis des liens et en fait je mettrai ma présentation, vous aurez toutes ces informations. Donc switch to Swift. C'est une question qu'on s'est posée il y a pile un an, pendant notre projet. Chez AeroGear, on travaillait sur la version V2. La version 2. On s'est demandé est-ce que c'est le moment de... Enfin, et pile à ce moment-là, alors qu'on réfléchissait sur notre V2, on a la nouvelle fracassante du WWDC. La nouvelle du WWDC, un nouveau langage de programmation. Très rapidement, alors ça a été une adoption, mais vraiment très rapide, comme je vous le disais ce matin au marché aux poissons. Le langage est classé 22e sur l'indice de Whitemonk et surtout c'est une progression sans précédent. En 3 mois, il a pris 50 places de progression. Donc on a fait nous le pari Swift à ce moment-là. Donc adopter le langage très tôt, comme on l'a fait il y a un an, il est encore en bêta, en juin, donc il est en bêta. Il a été réalisé en septembre. Entre-temps, il y a eu 7 versions de bêta, plus une golden. Là, je ne sais pas si vous voyez dans la résolution, en fait, un tweet ou à peu près en septembre, je regardais toutes les versions de Xcode que j'avais installées. Parce qu'à chaque nouvelle version du langage, à chaque bêta version, il fallait recompiler ces librairies. Le langage évoluait, encore. Et les librairies Swift Cocoa aussi étaient en constante évolution, ils se raffinaient en fait, surtout au niveau des optionnels, etc. Et en plus, c'est vrai qu'adopter un langage comme ça quand il est encore en bêta, c'est ne pas avoir tout ligne. Par exemple, nous on travaille avec Cocoa AppHot, qui est le dependency manager qu'on utilise en iOS et en B6, et c'était pas prêt. Donc, on travaillait avec des méthodes, des GitHub sur le repos, etc. Pareil pour Travis, on n'a pas vu le prix, etc. Mais pas là que pour me plaindre, c'était quand même fun de démarrer Swift aussitôt. Pourquoi Swift? Alors ça c'est ce qu'on trouve sur le site d'Apple. C'est un langage moderne, c'est vrai qu'on s'éloigne d'un fichier .h, .c, on s'éloigne un peu de la syntaxe C. C'est résolument moderne. Dans la syntaxe et le code qui est plus facile à lire, juste avec la syntaxe des clôtures à la place de la syntaxe des blocs, moi j'adopte le langage. C'est vraiment plus facile à lire. On passe aussi à un changement de paradigme, parce qu'on passe sur un code type safe. Donc là je vous montrerai plus en détail. Et surtout une contrainte qui est pas mal réussie, je trouve, de compatibilité avec Objective-C, compatibilité dans les deux sens. C'est-à-dire que votre code Swift utilise du code Objective-C, c'est le cas parce qu'on ne va pas redévelopper toute l'API code et la pour ST, elle est développée en Objective-C, donc ça s'utilise très facilement à partir du code Swift. Mais dans le sens aussi, on peut écrire des librairies Swift et l'utiliser du code Objective-C. Dans ce sens-là, il y a plus de contraintes du langage. Et ça se raffine avec Swift 2. Et pourquoi Swift? Parce que c'est le langage promu, je dirais, par Apple. Parce que lors de la WWDC qui a lieu en ce moment, Swift vient juste de fêter ses 1 an.
On parle de Swift 2. Le VP d'Apple, Craig Federighi, a dit que c'était le langage des 30 dernières années. Swift, c'est le langage des 20 prochaines années. Pourquoi Swift? Parce que c'est quand même si vous travaillez sur iOS ou OS X, c'est le langage à venir. Comme je vous disais, avec Swift, c'est un nouveau langage, on met des nouveaux outils dans sa boîte d'outils, on apprend des nouveaux paradigmes, on développe différemment. Et ma présentation va être articulée, je ne vais pas vous présenter tous les éléments syntaxiques du langage, j'ai extrait une dizaine de super pouvoirs, j'appelle ça, c'est des types, des conseils, des choses que j'ai trouvé intéressantes et que je vais vous parler. C'est pas exhaustif, évidemment, c'est à vous d'explorer un peu plus. Et je vous montrerai aussi comment débuter avec Swift. Donc je vais vous parler des super pouvoirs. La première chose, premier super pouvoir, chose qu'on remarque quand on regarde Swift, c'est que c'est un langage élégant et c'est aussi qu'il a un petit air de famille. Donc certains ont décrié ça en disant oh c'est largement inscrivé de X ou de Y, etc. Le papa du langage, Chris Ladner, l'a clairement exprimé sur son blog post, sur un de ses blog posts, il dit qu'effectivement il s'est inspiré des différents langages. Donc, on va jouer un petit jeu ensemble, le jeu des ressemblances. Alors, à gauche, je mets un petit bout de code Swift, à droite, c'est un bout de code dans un autre langage, et c'est à vous de me dire si vous avez une idée de quel langage ça peut être. Ici, par exemple, c'est du code Swift, on définit une liste, on accède à la liste, etc., en écriture simplifiée. Et là, c'est du... Ah, Ruby. Allez, ça va. C'est du Ruby. Alors, on continue le jeu. Ici, bon, c'est un peu un code snippet. Là, c'est facile quand même, vous connaissez. Jean-Pierre. Donc là, c'est des fonctions avec des génériques. De ce côté-là, c'est du Scala. Voilà, ici, une méthode qui a un argument optionnel. Je vous montrerai plus en détail. Le point d'interrogation, c'est optionnel, ça peut être nul ou pas nul. De l'autre côté... On dit rien, c'est chiant. Voilà, ouais. Alors celui-là intéressant, sur la manipulation de string, en comparaison de string. Là c'est du Python. Python, c'est assez... Là, je sais plus que... Ah oui, bon, alors là aussi c'est facile. Donc là c'est l'écriture des dictionnaires en écriture longue. Hein. Tout à l'heure je vous ai montré la syntaxe, le sugar syntaxique avec les brackets directement. Là, voilà. C'est du... Regardez le petit S, la string. C'est du C#. Ah, vous êtes beaucoup quand même. Et là, alors là c'est facile. Ah, là c'est l'objectif, c'est la fameuse syntaxe avec les blocs. Là, voilà. Et encore celle-là c'est la syntaxe simple, parce qu'il y a différentes syntaxes sur Objective-C. Voilà. Et ça peut être beaucoup plus complexe. Moi je ne me rappelle jamais la syntaxe, toujours que je vérifie. Donc on voit d'ailleurs que c'est pas très ressemblant finalement, c'est finalement pas très inspiré d'Objective-C. Deuxième conseil, quand on démarre avec Swift, ce qui est bien, c'est les playgrounds. Ça a vraiment beaucoup plu quand c'est sorti, le langage. En même temps, il y avait cette possibilité de pouvoir... il y avait le Swift Guiding Tour qu'on pouvait downloader. D'ailleurs, je vous conseille, il est maintenu et en général, il est toujours... c'est par ça qu'il faut démarrer. Vous downloadez le Guiding Tour. Ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc en fait, c'est tous les éléments syntaxiques du langage, avec expliqué en code... avec un élément descriptif et un petit bout de code snippet et vous pouvez entraîner. Ça c'est pareil. Ce qui est rigolo avec les playgrounds, c'est quand on regarde à l'intérieur, on dirait, c'est un peu comme les worksheets en Scala. C'est basiquement, on écrit du code, il y a un impulse et évalue automatiquement et on voit l'évaluation. Donc ça peut se configurer dans Xcode, on peut dire toutes les 30 secondes, ça recompile en fait. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on peut aussi mélanger, comme je vous le disais, du texte et des petits bouts de trucs où on fait son code et c'est compilé.
Et moi par exemple là, je vous recommande, j'ai mis un lien ici aussi, c'est ma toolbox en fait, c'est mon workspace où j'ai mis plusieurs playgrounds par thématique. Et des fois je le fais en présentation, mais là c'est vraiment dans les détails. Si vous voulez avoir plus, je vous recommande. Ce qui est rigolo dans les playgrounds, c'est l'intérieur aussi. C'est comment on peut le déplier, on peut regarder le code en Markdown. Le Markdown c'est apparu dans la version 1.2 qui est sortie en avril. Parce qu'avant les Markdown, il fallait faire des bouts d'HTML avec des bouts de Swift et on les mettait ensemble. Là c'est beaucoup plus pratique pour mettre son texte qu'on utilise le Markdown. D'ailleurs, je vais vous le montrer. On va faire un petit, pour avoir un feeling du langage, je vais utiliser Playground et vous montrer un petit peu le langage. Et après on continuera sur les tips. Mais on va faire un petit peu de... Oups. Excusez-moi, c'est pas ça. Donc, alors là, je suis en version bêta parce que je vous disais, là en ce moment c'est la WWDC, il y a la version Xcode 7 qui est sortie. Donc, il faut savoir que ça peut planter à tout moment. Là, c'est une version bêta. Comme ça. Pas de problème. Et là, dans le coin, on voit que c'est sauvé tous les 30 secondes. Donc, on va partir de l'idée. Cette citation de Joe Armstrong, le papa de Erlang, qui dit que le problème avec les langages orientés objets, c'est que même si on ne veut qu'une banane, il faut la banane, le gorille et la jungle. Donc voilà, on va donc définir une classe. Donc ici par exemple, je peux écrire mon commentaire. Quelque chose que je peux vous montrer aussi, c'est qu'en fait on peut switcher entre l'un et l'autre. Voilà, c'est l'un et l'autre. D'écriture. Je crée une classe, on va appeler Gorilla. Je vais lui mettre un champ name. Un champ banana de type banana, on finira là. Et celui-là, on va le rendre optionnel, par défaut, lui mettre une valeur à 1000. Optionnel, ça veut dire que c'est un champ qui peut soit ne pas avoir de valeur, soit avoir une valeur. Alors que le champ string, lui, aura toujours une valeur. Je dois définir un constructeur, init, avec un name. Je ne suis pas obligée de mettre banana parce que j'ai déjà donné une valeur par défaut, de type string. Et là, j'initialise. Self, place du 10, je vois. Name. Pour la banane, on va choisir une structure. Je vous parlerai un peu des différences entre la structure et la classe. Banana. Et on va juste mettre un champ isPild qui est un booléen. Une des différences entre excusez-moi. Une des différences entre struct et classe, déjà, pour marquer, c'est que struct par défaut a une limite. On n'est pas obligé d'écrire une limite. En classe, on doit l'écrire. Constructeur par défaut. On va juste définir une variable, Julia, un gorille. Voilà, donc là, vous voyez, c'est toutes les 30 secondes. Des fois, il y a un 50% avant d'avoir le droit.
faire afficher le résultat là, sous dessous. Voilà, c'est sympathique. C'est joli. Voilà, donc pour revenir un peu sur les optionnels, ça c'est une notion importante. Ici c'est l'écriture, je dirais, syntaxiquement courte. L'écriture entière, c'est optional de banana. Et pourquoi c'est ça? On va regarder plus en détail. Si je... Optional. Donc on voit qu'un optional, c'est quoi? C'est juste un enum en Swift. Un enum, entre brackets, c'est un générique. Donc un enum qui prend... donc ça wrap un type, réellement. Et ça le wrap dans deux cas. Donc soit c'est none, c'est le cas où il n'y aura rien. C'est comme une boîte, hein. J'ouvre la boîte, il n'y a rien ou il y a quelque chose. Il n'y a rien, c'est none, il y a quelque chose d'un certain type. Okay, qui était. Donc un enum qui wrap l'optionnel. Quand je veux utiliser cet optionnel, comment je le fais? Donc, par exemple, on va dire que Julia.banana, on lui met une banane. Voilà. Et maintenant, je veux, par exemple, afficher si la banane est... ah non, c'est pas print, c'est print. Ça a changé en Swift 2. Donc, Julia... Banana, c'est pas facile. Banana, pile. Alors, pour pouvoir y accéder, peut-être je vais vous faire ça pour l'exclamation. C'est vraiment embêtant, je n'arrive pas à voir comme ça. Voilà, vous voyez que là, quand je l'affiche, je vois encore plus comme ça. On voit qu'on a l'information, mais c'est wrappé dans un optional. Donc, pour vraiment pouvoir manipuler l'objet, je dois le sortir de la boîte. Et pour faire ça, c'est ce qu'on appelle unwrapper l'optionnel. On peut faire tout simplement, c'est un raccourci avec un point d'exclamation. Et dans ce cas-là, je vois que j'ai plus le optional qui s'affiche, j'ai directement l'objet. Le problème avec ça, c'est que si je commente ici, je pars. Ça, c'est une erreur runtime. C'est pas une erreur de compilation, c'est une erreur runtime. Parce que j'ai unwrappé quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est pas comme ça. Enfin, si on veut écrire le safe, il faut l'unwrapper en faisant un if-let. C'est le safe unwrap. C'est une structure. On peut tout simplement aussi faire juste un if. If Julia Banana est différente de nil, alors je peux l'unwrapper. Ou utiliser cette structure du langage if-let. Dans ce cas-là, je donne une variable locale. Je peux appeler comme je veux. If-let banana égale julia.banana. Pour écrire Julia correctement. Julia.banana. Et là, j'ai cette variable locale, qui est vraiment locale à mon if à l'intérieur, disponible. Donc là, je peux afficher la banane comme ça. Et là, pour le coup, je les mets comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un unwrapping safe. Et après, on a du nil collapsing, etc. On va peut-être passer avec donc là, je suis sur le nouveau Swift qui est en bêta, Swift 2. Il y a une nouvelle structure avec garde, je ne sais pas encore essayer, et qui permet de gérer le else. Parce que là, par exemple, je suis intéressée que dans le cas, dans l'exemple que je donne, j'étais intéressée que dans le cas où il y a une valeur. Mais on peut être intéressé avec le cas où il y a un else, c'est-à-dire où le cas c'est nul, je trouve que c'est simple. Il y a une nouvelle structure qui vient de sortir avec Swift 2, ça s'appelle garde, comme ça. Et en fait, on peut l'essayer, on va remarquer. Je n'ai jamais essayé. Donc c'est pareil, on fait un garde, let, et puis un nom. Je crois qu'en fait le garde, il doit faire un return, donc il doit être dans une fonction. Vous voulez essayer le garde ou pas? Ça vous voit pour l'optionnel, on va voir autre chose. Voilà. Alors après, je vous parlais des différences entre Swift versus classique.
Par exemple, si je définis Émilie, ça c'est une nuance importante à comprendre. Ensuite, je définis Alice. Et je la définis donc copie d'Émilie. Pareil, si on fait ça pour les bananes, qui sont une structure. Banana. Voir rotten banana. Banana. Et dans rotten banana, je vais lui mettre is-pil à tout. Du coup, c'était false. Donc voilà, donc j'ai créé deux variables, une variable Emily, puis la variable Alice, copie d'Emily, qui est. Si j'affiche alors, si j'affiche et alice.name, je vois que tous les deux pointent sur Emily. Si maintenant j'affiche alors Est-ce qu'il est initialisé à tout l'heure? ah pardon, j'ai mis trou. Ah oui. C'est pas ça que je voulais mettre, je voulais mettre false. Voilà. Merci. Bon, voilà, en gros ce que je voulais dire, la grosse différence entre une classe et une structure, c'est que, comme on le voit, une classe, des références sont copiées par référence, c'est vraiment une référence. Pour la struct, on voit bien que là c'est une copie d'éléments, puisque j'ai changé le deuxième élément et ont deux valeurs différentes. Donc là, c'est une même valeur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, pour le moment, j'ai que utilisé des barres. Maintenant, je peux définir des constantes en Swift. Que se passera-t-il si ici je mets une constante? C'est le keyword let. Donc là, même résultat. Là, je mets let. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, attendez, deux compilations. J'ai mon compilateur qui râle et qui dit c'est pas possible. On voit l'erreur. On ne peut pas parce que c'est immutable. Donc ici, avec une structure, j'ai une copie, même si dans ma structure j'avais utilisé une barre, pourtant je vais mettre des. Comme c'est une structure et que c'est une structure de type value type, c'est vraiment par copie, le compilateur râle. Par contre, si j'ai une classe, je ne peux pas refaire un new, puisque je l'ai défini en tant que let, ici. Hein, il râlera, pareil, il dira c'est immutable. Mais je peux modifier l'intérieur, puisque je ne modifie pas. Voilà. C'est la grosse différence. Une chose à savoir, je vous en reparlerai un petit peu plus loin dans les conseils, dans mes différents types, c'est qu'en Swift, pratiquement tous les types sont des value types. Il n'y a que les classes et les fonctions. Tous les types, les enums, les types de base, les arrays, qui sont eux-mêmes en lecteur définis avec des structs. Tout est des value types. Immutable par essence. C'est voilà. Donc voilà. C'est voilà. Voilà. Alors, je voulais juste, pour finir, vous donner un petit feeling avec map filter de la syntaxe. On va définir, par exemple, la jungle avec une liste
peu un laps, c'est toutes les 30 secondes. Voilà. Alors finalement, nous, ce qu'on voulait, c'était les bananes. On voudrait savoir qui est les bananes. Donc je peux faire jungle, les habitants. Voilà. Ah, merci. Et je vais faire un filtre. Oups, un petit peu baisé. Voilà. Donc l'écriture complète. Je vous montre. Voilà. De gorilla. Donc ici, oups, je tous les gorilles, banane. Effectivement, on est là. C'est un predicate, on est dedans. Je montre tous les gorilles qui sont différents. Et les bananas qui ont des bananes. Et normalement, je crois que... Ah oui, je veux aussi... Ça, c'est l'écriture longue. Même l'écriture longue, en fait, c'est une fonction qui prend... Pour rajouter les parenthèses sur l'écriture longue. Ça, c'est l'écriture la plus longue. Je fais un filter sur mon array qui prend une closure. Et ça, c'est la syntaxe de la closure. Comme c'est le dernier argument, je peux enlever les parenthèses. Je peux aussi avoir l'écriture simple où je ne mets pas, ici c'est le paramètre, et ça c'est le return type. Je peux enlever tout ça et dire je vais utiliser, au lieu de gorilla, je vais utiliser, ça c'est un shortcut, une node d'éléments. Donc s'il y a plusieurs arguments, ce sera 0, 1, $, 0, 0. Et comme il n'y a qu'un seul statement, on peut enlever le return. Donc après, ça donne quelque chose, voilà. Ça donne quelque chose de très compact. Hein. Affiché, je fais un map. Et là pareil, puisque ce sera le dernier paramètre, etc., je vais mettre l'écriture la plus courte, un print de $. Là, ça en est. Le problème ne l'affiche pas parce que. C'est pas un name dans les bananes. Ah, c'était ici. Merci. Il aurait dû aller quand même, tout à l'heure. Est-ce que l'espace entre le filter et le point, ça ne fait pas deux... L'espace entre nous. Filter et point sur la construction de la... Il n'y a pas d'espace. Hein. C'est bon, c'est pris... Là, il était comme ça. C'est ce qu'on appelle au fond espace. Regarde. Je comprends que c'est mal. Tu comprends ce qui se passe? Bon ben voilà. Ah, c'est pas que la fonction envoie une valeur de maître.
qui me fait un... Ça a l'air d'être un peu... Là, je vous dis, c'est en version bêta et ça prend un peu se le fait avec cette version Xcode. Donc, on va pas s'étendre. Je pense qu'il me fait un coup de mou. On va s'arrêter là. Voilà, c'était pour vous donner un feeling du langage. On continue. On continue sur les slides. Bon, là, je ne vais pas m'étendre sur les optionnels. Donc, on continue. Je vais vous montrer maintenant des codes snippets. Les optionnels, on en a pas mal parlé. Là, c'est une boîte qui contient quelque chose qui n'a rien. Basiquement, c'est fait pour éviter le problème bien connu en Java, le conditional exception. Ce qui est marrant, c'est qu'en Objective-C, en fait, on n'a pas ce problème. C'est pour ça qu'en Objective-C, c'est un langage dynamique à la Smalltalk. Donc, on envoie des messages, et si on envoie un message sur quelque chose qui est nul, ben, ça fait juste rien. Et ça, on va de rien en rien, jusque finalement, quand même, faire un cordon à un moment donné, mais beaucoup plus loin. Ce qui n'est pas forcément mieux, en fait. Parce que, voilà. Donc, la réponse à Swift sur ce nullable type, c'est les optionnels. Donc on force le développeur à penser, est-ce que ça peut être nul ou pas nul. Donc ça, c'est un grand changement en Swift. Alors après avoir parlé du point d'interrogation, je vais vous parler du point, l'accès aux properties. En Objective-C, pareil, c'est comme je disais à la Smalltalk, on envoie des messages entre brackets, je vous montrerai du code tout à l'heure, et on envoie un message. Donc on n'a pas cette syntaxe de point. Sauf que l'accès aux properties en Objective-C version 2, ça a été simplifié avec l'introduction du point. Ce qui avait fait beaucoup dans la communauté. En Swift, les properties s'accèdent de manière consistante par un point. Et on a deux types de properties. Les properties qui sont stockées dans la classe ou la structure, ou les properties qui sont calculées, les computed properties. C'est assez sympathique. Je vais vous les montrer par exemple, un cas de use case, une utilisation des properties. J'espère que vous voyez là le code tout au fond. C'était pas la meilleure. Bon. En gros, pour expliquer le code. Et ici, c'est un exemple que j'ai sorti d'une des librairies à relire, OAuth2, dont le but, c'est d'obtenir, après avoir fait la danse OAuth2, d'obtenir des access et des refresh tokens. Ces tokens, une fois qu'on les a, on veut les stocker de manière sécure. Pour les stocker en iOS, il y a ce qu'on appelle la keychain sur votre téléphone. Quand on accède à la keychain, on peut avoir des ACL, c'est-à-dire y accéder dans certaines conditions. Par exemple, avec les dernières versions, avec le téléphone 5S, on peut même avoir du touch ID, donc dire chaque fois que j'accède à cette property forte, je mets mon empreinte, etc. Donc là, dans ce cas-là, les computed properties, c'est très utile. Pour accéder ici donc chez ma property qui s'appelle access token, quand je veux la retourner, je fais mon get et je vais directement la fetcher dans la keychain. Pareil, quand je vais la stocker. Quand on est secure, c'est stocké directement dans la keychain en respectant les ACL, etc. Donc un cas d'utilisation très pratique. Les enums, ça, les enums, c'est vraiment quelque chose de très très puissant en Swift, encore plus retravaillé en Swift 2, plus puissant. Donc il y a une bête qui sommeille en eux, c'est comme je pense à ça, ça a l'air de rien comme ça, et en fait je vous ai montré un cas avec les optionals que vous utilisez. Souvent, les enums, ça sert à rappeler des valeurs, comme pour l'optional. Et là par exemple, je voudrais vous citer un exemple qui est ici de la librairie Swifty.json, qui est une librairie très populaire avec plein de stars sur GitHub, vous pouvez la trouver, qui essaie de résoudre la problématique d'accéder à du JSON. Donc on est en Swift sur un langage fortement typé, on va accéder à du JSON, c'est une problématique qu'on a souvent, JSON qui par essence est dynamique. Donc on a un petit peu cette impédance-là fortement typée dynamique. Ce qui fait que quand on veut accéder à sa valeur en JSON, c'est un petit peu verbose. Là, on a deux choses à faire. Un, on doit caster dans le bon type. Et deux, comme le JSON, ça peut être nul, enfin les valeurs peuvent être nulles, donc ça va être des optionnels. Donc un, on doit caster.
Deux, on doit même rappeler la valeur. Alors, par exemple, ici, j'ai mis un exemple de JSON où je veux accéder, par exemple, c'est le nom de personne, je veux accéder au nom de la première personne. Vous voyez, j'ai tout ce iflet à faire, plus le bon casting dans le bon type, etc. Donc SwiftJSON est une librairie qui permet d'y accéder assez rapidement en wrappant le JSON dans un enum. Alors je vais vous montrer en interne comment c'est développé, parce que je trouve ça peut être intéressant. Basiquement, c'est un JSON. Dans le JSON, dans chacun des cas, on va mettre les différents types qu'on peut avoir pour du JSON. Donc c'est soit un nombre, soit une string, soit un array de lui-même de JSON, soit un dictionary, soit nul. Et ce qui est pratique avec les enums, je ne sais pas si j'en ai parlé bien tout à l'heure, on a parlé d'optional, mais c'est qu'on peut associer des valeurs directes. Donc dans le cas de l'optional, on associait, dans le cas somme, on associait, vous vous rappelez, le type générique T. Bon, ici, j'associe des valeurs qui peuvent être chaque fois différentes. À chaque case de mon enum, je peux associer une valeur différente. Donc je vais stocker cette valeur. C'est là où c'est puissant, en fait. Et c'est super bien pratique quand on veut, comme ça, wrapper. Alors dans ce cas-là, cette librairie qui est très utilisée, qui est tout à fait simple, c'est qu'un fichier en fait. Vous pouvez l'avoir sur mon tab, c'est assez simple. Un fichier. Quand je fais mon initialisation, ça c'est l'init qui va sous JSON, basiquement, je fais mon switch case, un pattern matching, pour savoir où je vais stocker, dans quel cas je dois déterminer quel type je suis. Ensuite, vous vous rappelez, il y avait cette syntaxe sympathique avec les... possibilités qu'offre SwiftJSON, c'est de pouvoir y accéder comme si on se baladait dans un tableau. Donc on peut en Swift overrider l'opérateur subscript qui est dans les brackets. C'est ce qu'on fait dans cette librairie. On override, alors je ne sais pas si c'est bien visible, on override les brackets. Et une chose à remarquer, je vais vous montrer aussi ici, et après avoir overridé les brackets, on accède à la valeur, on doit finalement unwrapper de cet optionnel, ça c'est wrappé, je unwrap la valeur, on utilise les computed properties pour ça. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est exactement la même syntaxe qui est utilisée pour overrider le subscript ou pour accéder aux computed properties. Et c'est assez sympathique dans Swift, souvent on retrouve les mêmes patterns comme ça, dans nos utilisations. Enfin, je trouve que la syntaxe est assez simple et réutilisée. Alors ça aussi, je vous en parlais brièvement parce que je voulais montrer avec les structs, mais ça, c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de vraiment très important dans Swift, c'est l'immutabilité et le fait qu'on soit effectivement, il y a des clones partout. C'est ce que je vous parlais en parlant des value types. Finalement, on peut voir ça que les classes, c'est juste une exception. Avec les fonctions, c'est plutôt qu'une règle. On va pas par référence. Du coup, souvent quand on vient d'un background de Java, on a du mal à se dire, on a plutôt tendance à utiliser des classes partout. Et en fait, c'est l'inverse. Je me rappelle de ce petit bout de code qui est extrait d'une de nos librairies pour faire de la synchronisation online. Et ce code, initialement, c'était une classe. Et je rediscutais avec mon collègue qui avait codé avec une classe. Il m'a dit, mais non, ça c'est parfait c'est un parfait candidat pour le construct en fait. C'est vraiment, là c'est du value object, tu n'as pas besoin de modifier. Pourquoi? Tous les membres sont des constantes, avec des définitions let, et tous les types de cette classe sont eux-mêmes des value types, avec les types string, int, etc. Ou array, c'est le value type. Et alors là, c'est vraiment l'indique que c'est vraiment un value type qu'il faut utiliser, donc une structure. Quand on redéfinit l'opérateur égal-égal, c'est vraiment une réalité, on compare à l'intérieur de la structure. Donc c'est une structure. Maintenant, je voudrais parler des fonctions et des closures. Bon, je ne vais pas vous parler du functional profiling parce que là, ça serait carrément une session à part entière. Mais je vais vous parler de la syntaxe, comment on définit les fonctions versus les méthodes. Pour comprendre la syntaxe, il faut un peu d'historique, et ça veut dire comprendre un petit peu Objective-C. Voilà comment on définissait une méthode. Donc on parle de méthode qui est dans une classe.
en Objective-C, mon premier paramètre, ma méthode, elle s'appelle Hello First Name, Last Name. Mon premier paramètre, c'est Hello First Name. La méthode, la façon dont je la... la façon dont je l'appelle, je vais l'appeler self en disant Hello First Name. Je mets ici la string et puis la string. Pour mimiquer ce même comportement, on voit que les méthodes sont un peu comme si elles étaient découpées par paramètres. C'était un peu la truc d'Objective-C. En Swift, on a la notion de paramètre local et de paramètre externe. Alors, c'est par défaut, dans une classe, le premier paramètre est un paramètre local et les deuxième, troisième, quatrième, etc. sont des paramètres externes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout dans la manière dont on l'appelle. Ça veut dire que quand je vais l'appeler, vous voyez, ici, je n'ai pas mis first name comme label, je ne le mets pas. Par contre, je le mets sur le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça, c'est le comportement par défaut. Après, il y a des keywords, H, pour redéfinir les comportements par défaut, mais bon, autant utiliser le comportement par défaut. C'est comme ça. Et du coup, quand on nomme sa méthode, on a tendance à mettre le label ici, on le met en général dans le nom de la méthode. Est-ce que c'est pareil pour les fonctions? De manière globale? Ben non, c'est pas pareil. Ça, c'était le cas en Swift 1.2, qui est la version actuelle. En fait, non, elles étaient plus inspirées de la syntaxe C. On ne veut pas du tout de paramètres. Par défaut, ils sont tous en paramètres local. Je n'ai pas à rappeler les labels. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un peu de travail, je peux mimiquer le même comportement si je veux, en rajoutant le H ici quand je définis ma méthode. Je peux dire, je veux que ça s'appelle comme pour une méthode. Ma fonction globale, je veux qu'elle s'appelle, on l'appelle comme quand on appelle une méthode, etc. Ou on peut aussi avoir des paramètres externes qui sont différents des paramètres locaux. Là, j'ai mis last name, ça pourrait être autre chose. Et là, le label serait différent. Ça, c'était Swift 1.2. Je crois qu'ils ont trouvé ça un peu embrouillant. Ils ont modifié ça. J'ai regardé hier la session What's New in Swift 2, puisque cela, c'est cette semaine qu'il y a le WWDC, donc choses qui existent. Ça a changé. En fait, par défaut, maintenant, les fonctions, ça s'appellera pareil que les méthodes. C'est-à-dire, premier paramètre par défaut, ça sera local, et deuxième, troisième, ça sera externe. Au moins, il y aura une consistance. Je sais que c'était un petit peu bizarre Ça, c'était pour les fonctions. Vous avez dit qu'on peut avoir des fonctions enchâssées dans une fonction. On peut manière de ce cas-là. Oui. C'est devenu un point beaucoup plus... Après, il y aura toujours la possibilité, même en Swift 2, de faire ce que tu peux redéfinir la maîtrise de l'état. Un autre super pouvoir avec Swift, c'est qu'on peut faire de l'operation overloading, et ça, c'était pas possible dans Objective-C. Ça, c'est nouveau en Swift. Et c'est super cool parce qu'on peut même définir ses propres opérateurs avec des emojis, etc. On peut faire ASCII, art, crazy, dans tous les sens. Dans la pratique, la plupart du temps, on définit les opérateurs comme je vous ai montré tout à l'heure quand on implémentait le protocole que je mets en place, le protocole equatable, on va avoir besoin de redéfinir equal. Donc on redéfinit l'opérateur. C'est cette qualification le plus courant. Rapidement. Je voulais vous donner un autre exemple de librairie qui s'appelle JSON-Z. Pour vous montrer un cas d'utilisation où ça peut être pratique de redéfinir un opérateur, pour le faire avec modération, comme je disais, après le code reste lisible. Donc là on est toujours sur le même exemple, d'un côté j'ai un JSON, et cette fois-ci je voudrais le sérialiser dans un object modèle par exemple. Ici c'est une personne avec une adresse. Alors on peut utiliser cette librairie JSON-Z, je vais vous montrer en interne. Il suffit de dire qu'on implémente un protocole, donc en Swift, le protocole c'est une interface. Et ce protocole définit une classe statique, une keyword class c'est statique, map. Et dans cette fonction map, je vais dire ce champ-là de JSON correspond à cet attribut de mon objet. Et j'utilise ici la surcharge de l'opérateur inférieur ou égal. Parce que ça ressemble à une flèche, on dit combien. Par exemple.
Et après, j'aurais plus qu'à utiliser mon serialiseur de manière à ce que ça me serialise mon JSON dans un objet personne. En interne, comment on fait? C'est assez simple, c'est ça que j'aime bien, comme je vous disais dans la syntaxe Swift, c'est que par exemple, override un opérateur, c'est juste définir une méthode de découpage. C'est la même syntaxe. On a exactement la même syntaxe. Donc ici, il y a le in-out, qui est aussi une caractéristique Swift pour un paramètre en sortie après. Et le but ici, c'est tout simplement de le caster dans son bon type et de l'assigner au champ. Le problème, c'est qu'on va devoir faire ça pour tous les types, et optionnel, pas optionnel, etc. Donc on va avoir une pléthore de méthodes à définir pour chacun des types de notre objet. Et c'est là qu'on utilise les génériques. Donc le langage fonctionnel, c'est très pratique, parce que je vais pouvoir, on revient sur mon code, en utilisant les génériques, je peux simplifier l'écriture du code en lui mettant, vous voyez, à côté de l'opérateur, je mets la braquette T, un type T, et j'allège, j'allège finir qu'une seule méthode. On peut sur les génériques mettre des contraintes, dire tous les types T qui implémentent le protocole JSON Serializable, par exemple. Et dans ce cas-là, mon mapping, juste en faisant ça, je traite le cas de adresse. Vous savez, la personne peut avoir une relation 0N sur adresse. Le guide, c'est quand il match Oui, sur zéro. le type. C'est pour matcher sur le type. Oui, oui. Oui, c'est voilà. Pour caster, c'est as et is, pour savoir le. Donc voilà, on a parlé des fonctions, on a parlé des génériques. Un autre des super pouvoirs de Swift, c'est les extensions. Ça, en Objective-C, on avait un équivalent, ça s'appelait catégorie. Et là, on a la version Swift des extensions. Les extensions, c'est pour rajouter des nouvelles fonctionnalités, pas pour overrider des méthodes qui existent déjà. Mais par exemple, un cas d'utilisation simple, c'est si on veut rajouter un comportement sur une classe qui existe déjà, ici c'est une string. Ici, je rajoute une fonction pour encoder une URL sur la string. Évidemment, il faut faire attention, s'il peut y avoir des clashes de noms, si la string, quand on utilise plusieurs modules et que chacun est dans la classe de base string avec le même nom, là le compilateur peut cacher et dire il y a une ambiguïté sur la méthode. Ça c'est le risque des extensions. L'extension elle est globale ou elle est locale à afficher? Elle est globale. Alors voilà, donc, vous pouvez avoir des... Alors, notre truc rigolo, là, le cas d'utilisation, je suis tombée sur ça justement sur le site de tutoriel de Wanderlich. Ça peut être utilisé dans un cas pour faire du style en fait. On peut aussi dire, pour ma propre méthode, je vais définir des extensions et ça me permet d'arranger mon code voilà, par petits blocs. Je trouvais ça rigolo. Après, je ne sais pas si ça va prendre. Comme c'est un langage assez nouveau, donc les conventions, les best usage, etc., on est en train de les découvrir, quand ça se fait. Parce que le fonctionnement par extension, ça permet de séparer le code. Voilà, aussi. Donc arranger son code différemment. Dans le cas de la UI comme ça, où tu peux... Et tu peux partager des extensions avec des classes. Ah. Alors, je suis en train de réfléchir. Non, je disais, est-ce qu'il peut y avoir des extensions communes à plusieurs classes? Des extensions communes à plusieurs classes. C'est peut-être autre chose comme des traits. Non, il n'y a pas. Mais c'est peut-être à venir. Parce qu'il y a les protocoles d'extension sur la 2, voilà. D'accord. Mais bon. Et pour finir, un dernier petit super pouvoir, en fait, ou pas, ça dépend comment on peut le voir. Quand j'écrivais du code en Objective-C, j'avais l'habitude d'utiliser des frameworks comme OCMOC ou HTTP Stub qui permettent dynamiquement de moquer mon code test. Ces frameworks utilisent vraiment l'aspect dynamique d'Objective-C. Et donc on ne peut plus les utiliser quand on développe en Swift. Alors
Ça dépend, ça dépend. Si effectivement la classe qu'on veut tester inhérite de NSObject, qui est l'objet par défaut en Objective-C, là on peut continuer à les utiliser, ça a très bien marché. Le dynamic dispatch se passe, tu peux utiliser OCMOC, par exemple dans le cas de OHTTP, c'est une librairie spécifique pour dynamiquement moquer les appels HTTP, et ça se passe sur Foundation, donc ça va continuer à fonctionner en Swift sans problème. Mais si on a une classe qu'on a définie en Swift, qui n'hérite pas d'NSObject ou qui n'utilise pas la notation Objective-C, qui basiquement fait la même chose qu'avec NSObject, on ne peut plus utiliser des frameworks comme OCMOC, etc. Donc, comment on teste son code? On écrit des stubs. Voilà, partial mock. Après, ça s'écrit assez rapidement. C'est plus verbose, mais voilà, on tient la même. Ça, c'était un exemple qui est issu de la classe en classe on y voit bien, mais en fait, c'était juste pour illustrer le propos. Sur l'aspect dynamique perdu. On a perdu quelque chose, c'est l'aspect dynamique. Et oui, et bonus là, depuis lundi, puisqu'on sait que Swift va être open sourcé, ça à mon avis c'est un autre des super pouvoirs qui va se rajouter à Swift. Donc ça va être normalement, je crois, à la fin de l'année, en septembre. Et ça va être au compilateur et les standards Android. Moi je suis très impatiente de voir ce que ça va donner. Ils ont parlé d'un éventuel portage, je sais pas, de Cocoa sur Linux. C'est ce que je sais pas dans le standard librairie. Non, il n'est pas question de sourcer ce manque de OS, ce sont les outils et langages. C'est la même d'accord, c'est ça. Mon langage est open source, mais tes frameworks ne le sont pas. C'est OK. Mais c'est à suivre, ça. Et puis potentiellement, ça peut être utilisé ailleurs que. Enfin, il tournera sous Linux, potentiellement utiliser ça en 5. Comme Go. Voilà. Pardon. Et voilà, pour finir, je vous ai mis un ensemble de liens sur les petits extraits de code pour voir. Et sur les open source. Des questions? C'est toi qui fais des dessins? C'est moi qui fais les dessins, les dessins. Et souvent je m'amuse en fait. Il y en a, j'ai l'impression que c'est déjà vu quelque part. Oui, voilà, des fois c'est des contributeurs de la librairie. Là c'est des caches, oui, des contributeurs ou des collègues de travail qui sont aussi contributeurs et tout. Hein. Là c'est du gars. Ça m'amuse, je les mets en super-héros. Christos, Sébastien. Vous l'avez reconnu? Il est là. Non, avec le chapeau. Ça c'est Mathias. Ça c'est Lucash. Et Sébastien qui était là. Ouais, c'était facile, il y avait le chapeau.